Bonjour à tous. Alors, dans cette présentation, je vais vous parler de frugalité et d'une expérience personnelle de la frugalité dans mon travail de roboticien, de chercheur en robotique, et sur une période qui s'étend sur une dizaine d'années. Avant de parler de cette expérience, on va d'abord définir un peu ce que c'est que la frugalité, et plus particulièrement la frugalité dans l'innovation et dans l'ingénierie et dans la recherche scientifique. Là, on a la notion de réduction de complexité et de coût, donc la notion de low cost. C'est la définition de Wikipédia, mais bon, elle est peut-être un peu parcellaire. On peut la compléter par exemple par la définition de ChatGPT, qui rajoute à la définition de Wikipédia la notion d'efficacité et le fait de ne pas faire de compromis par rapport à la qualité, faire au moins aussi bien et en plus que ce qu'on propose soit efficace. Et on peut compléter par l'IA de Google, alors qui s'appelle sans doute plus Google Bard, il me semble qu'ils ont changé le nom, mais enfin bon, c'est là le même logiciel, j'imagine, derrière, qui rajoute encore un focus sur les biens essentiels, sur l'aspect de soutenabilité, durabilité. Alors on peut proposer aussi une définition frugale de la frugalité en 3 mots, faire mieux avec moins. Je pense que ça synthétise bien l'idée. Et donc dans cette présentation, on va voir cet objectif décliné au travers de différentes applications de robotique, enfin de recherche en robotique, au cours des 10 dernières années de ma propre recherche. Et évidemment celle aussi de mes collègues et des doctorants qui ont participé à cette recherche. Les travaux de recherche ont été menés dans le laboratoire eCube à Strasbourg, dans l'équipe Robotics Data Science and Healthcare Technologies. Et cette équipe de recherche a un nouveau thème relativement récent qui s'appelle Système complexe et parcimonie, auquel j'appartiens. Et durant la période 2013-2023, mes activités de recherche sont passées de la robotique parallèle à câble à la robotique aérienne, et le fil conducteur de cette recherche a été toujours d'obtenir des systèmes de plus en plus frugaux. Et donc, à la fin, donc on parlera des projets actuels qui sont en cours de développement, qui sont en plein milieu d'ailleurs, et notamment les développements du projet ANR Strad, dont les premiers prototypes suivent ce principe, ce concept de frugalité. Alors, on va commencer par l'activité robotique parallèle à câble, et on va d'abord définir ce que c'est qu'un robot parallèle à câble, qui intrinsèquement est un robot frugal. C'est un robot dont les corps sont constitués simplement de câbles. Alors d'habitude, un robot parallèle classique est constitué de plusieurs corps qui sont reliés au sol, et ces corps en général sont rigides. Alors qu'ici, dans le cas d'un robot parallèle à câble, ces corps sont remplacés par des câbles. Et évidemment, ces câbles sont beaucoup plus légers, beaucoup plus flexibles également. Donc vous avez un exemple ici de robot parallèle à câble développé au LIRM à Montpellier, qui s'appelle le Kojiro, et qui est un exemplaire fonctionnel, un exemple fonctionnel de robot parallèle à câble qui couvre une relativement grande surface, même volume. Il est relativement unique dans son genre, de par justement son espace de travail et son nombre de degrés de liberté. C'est un robot qui a 6 degrés de liberté. Alors les avantages du robot parallèle à câble, c'est qu'il est pas cher, vu la taille de son espace de travail. Il est très léger, il est facilement extensible en taille d'espace de travail. Donc cet espace de travail est beaucoup plus grand que la plupart des robots, et notamment les robots manipulateurs série. Il est relativement sûr, les pièces en mouvement
ont une inertie, donc une énergie cinétique relativement faible, et il peut être très rapide. Il y a quand même quelques inconvénients, c'est qu'au niveau angulaire, les débattements sont un peu limités comparé à un robot plus classique. Et évidemment, vu qu'il utilise des câbles, il y a une certaine flexibilité, il n'est pas aussi rigide qu'un robot qui utilise des corps un peu plus massiques. Et c'est justement sur cet aspect de flexibilité que porte l'essentiel de mes travaux initiaux et d'ailleurs ultérieurs sur les robots parallèles à câbles, parce que c'est le principal problème. Donc je vous rappelle le principe de la frugalité, faire mieux avec moins. Et donc mieux là, ok, plus grand espace de travail, plus rapide et relativement sûr, mais mieux, ça veut aussi dire pas de régression au niveau de la flexibilité. Et donc il faut focaliser les travaux de recherche là-dessus pour être parfaitement frugal. Donc là, je vais vous présenter des développements très initiaux à Strasbourg. Et vous allez voir que nous avons commencé avec des moyens frugaux, eux aussi. En effet, quand on commence une nouvelle thématique de recherche, on n'a pas d'argent. Il faut faire ses preuves avant de décrocher des financements. Et donc là, on a commencé à travailler justement sur la flexibilité avec un robot très peu cher à base de Lego Mindstorm. Et on a réussi à faire une publication dans la meilleure conférence de robotique, même en utilisant un système, un prototype extrêmement low cost. Là, en l'occurrence, je pense qu'il coûtait moins de 300 €, ce qui est quand même assez exceptionnel pour des prototypes de robotique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a à gauche un système classique, donc qui vibre pendant longtemps, parce qu'en plus on a utilisé des câbles en fil de nylon de pêche, et à droite un robot qui utilise des roues à inertie pour compenser de manière active les vibrations. Et ce principe de roue à inertie a été inspiré des travaux antérieurs, donc il y a une certaine continuité toujours dans les travaux de recherche évidemment, qui portaient, me concernant, sur la chirurgie cardiaque à cœur battant. Et voici le dernier prototype qu'on avait développé, aussi basé sur un principe inertiel, là plutôt un gyroscope. Et ce gyroscope est capable de stabiliser la déformation, compenser la déformation de ce stabilisateur cardiaque. Ça simule le cœur qui bat. Et on a pu voir qu'au moment où il se met en route, ici, la déformation s'est presque annulée grâce à un asservissement. Donc il commande la vitesse de balancement de ce gyroscope qui tourne à haute vitesse, là en l'occurrence 50 000 tours minute, et grâce ici à un capteur qui est de type accéléromètre et qui mesure justement ces déformations. Donc on peut voir ça au moment où il se met en route. Je le fais en accéléré, là il ne tourne pas, on voit bien la déformation, je l'accélère, et au moment où il se met en route, vous voyez que cette déformation est sérieusement atténuée grâce à un système de stabilisation active. Alors, ça c'était pour l'aspect continuité de la recherche. Et donc on a poursuivi sur ces compensations actives de vibrations en étendant la complexité du système à 6 degrés de liberté. Le premier système que vous avez vu, elle n'en avait que 3. Et donc là, on est passé à 5 degrés de liberté, puis 6 degrés de liberté, avec une structure assez similaire au Kyojiro, mais en miniature, mais toujours en utilisant de la mécanique très low cost, de la mécatronique très low cost, à base de Lego Mindstorm. Mais bon, qui peut le plus peut le moins, si on arrive à faire ce genre de commande avec du plastique, des guidages en plastique, entre autres, donc il y a énormément de frottement sec, forcément ça marchera tout aussi bien, voire mieux, avec de la mécanique un peu plus haut de gamme. Donc voilà ce que ça donne, donc sans stabilisation active. Là pour le moment on utilise encore uniquement les poulies pour stabiliser la vibration, et donc vous voyez quand on active
stabilisation active, c'est beaucoup plus efficace, ça rejette les oscillations de façon beaucoup plus rapide. Et suivant 5 degrés de liberté pour ce robot, et on en a une version améliorée où on l'a compensé pour 6 degrés de liberté. Entre-temps, donc on arrive aux alentours des années 2015, hein, donc, où on a commencé à faire nos preuves. On a pu aussi entamer une collaboration avec le LIAMB, notamment sur la robotique parallèle à câble, et donc décrocher des financements qui nous ont permis de monter un peu en gamme du point de vue des expériences et donc d'étendre un peu ce concept à d'autres moyens d'actionnement et d'autres moyens également de mesure. Jusqu'à présent, la mesure était purement inertielle avec un simple capteur, une IMU, un capteur d'accélération à base de MEMS. Donc dans ce travail-là, on utilise un retour visuel rapide pour compenser les vibrations. Donc ici on voit 100 avec un asservissement visuel lent. Donc l'asservissement visuel est à base de caméra qui voit en gros ce qu'on voit là et qui extrait les 4 LED là, dans l'image et qui l'extrait à 500 Hz. Hein, et grâce à une commande qui tourne à 500 Hz, un asservissement visuel, on arrive à être relativement précis sur le contrôle de trajectoire. Et donc là, on voit une commande d'asservissement visuel dynamique, hein, donc qui exploite le modèle dynamique en fait, du système, y compris les flexibilités des câbles, de manière à suivre une trajectoire de façon la plus précise possible et la moins oscillante possible. Donc on a vu précédemment avec un asservissement visuel cinématique, un simple correcteur proportionnel. Évidemment, ça ne suffit pas lorsqu'on a des flexibilités dans le système. Et donc là, on a vu un asservissement visuel un peu plus évolué, qui est basé sur le modèle dynamique, qui se comporte évidemment de façon beaucoup plus satisfaisante. Et donc, on assiste maintenant, on arrive en 2018, hein, et à partir de là, commence la transition avec l'aérien. Alors au début, c'était pas évident, c'était juste une idée pour améliorer la réjection des perturbations avec un moyen, un actionnement embarqué un peu plus rapide. Et notamment, la première idée qu'on a eue, c'était d'utiliser des tuyères à gaz, donc à air comprimé en fait. C'est même pas basé sur une combustion, hein, c'est simplement l'expulsion d'un gaz sous pression qui provoque une force de réaction. Et le fait que ces thrusters, ces propulseurs à air comprimé soient actionnés par une électrovanne extrêmement rapide, dont la constante de temps est de l'ordre de la milliseconde, permet d'avoir une force qui s'établit très très rapidement et donc qui peut compenser très très rapidement les oscillations. Donc on voit ici ce que ça donne. Donc là, on voit que oui, le système est très 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 peu amorti et on voit les propulseurs, on les voit là, il y en a un, il y en a 4. Hein. Et donc là, on les entend aussi, on peut voir avec propulseur et sans propulseur comment ça se comporte. On utilise aussi un asservissement visuel, là vous voyez les 4 LED qui sont vus par une caméra déportée qui tourne à 500 Hz, hein, et donc ce retour-là est utilisé pour la commande. Et donc là on voit effectivement l'efficacité de ce moyen aérien, alors pas tout à fait aérien, vu que c'est de l'air comprimé par un compresseur. On voit ici que le tuyau qui amène l'air comprimé à 8 bars dans une réserve locale, et les 4 propulseurs là, qui sont actionnés par des électrovannes qui sont embarquées. Alors, la suite logique, donc, toujours dans cette démarche de frugalité, hein, là on peut se dire, bon, ça s'éloigne un peu de la frugalité, ça devient un peu plus complexe parce qu'on rajoute des actionnements embarqués. La logique, c'était l'amélioration du système, c'est-à-dire faire mieux avec moins. On essayait de faire mieux en termes de réjection de perturbations et de suivi de trajectoire, hein, avec un moyen d'actionnement extrêmement rapide, extrêmement réactif.
Par contre, cette quête du mieux, finalement, a complexifié un peu le système, un peu trop, à notre goût. Et du coup, on est un peu revenu en arrière. En tout cas, on a changé de technologie pour une technologie qui nous paraissait beaucoup plus simple. Et on a remplacé les thrusters, les propulseurs à air comprimé par des propulseurs à hélice. Et donc, des hélices qui utilisent des technologies de drone, hein, comme on voit ici. Alors, on voit en ombré, là, en shadow, sans utiliser les hélices, et donc en clair, la trajectoire suivie par le robot lorsqu'on assiste le robot au moyen des 4 hélices, là. Et on voit donc que la trajectoire est suivie de manière beaucoup plus précise, et notamment aux angles, où la négociation des coins là est beaucoup plus précise par rapport à la courbe bleue, là où on n'utilise que les poulies. Donc là, on a vu que les moyens aériens, et notamment ceux basés sur la technologie utilisés dans les drones, donc des moteurs brushless qui entraînent une hélice, sont extrêmement performants et sont extrêmement low cost aussi. Hein. Un moteur de drone, c'est une vingtaine d'euros. Le variateur associé, c'est extrêmement léger, hein. C'est fait pour voler, donc c'est extrêmement léger et extrêmement peu cher. Un variateur pour 4 moteurs, ça doit coûter dans les 60 euros. Et donc la batterie est beaucoup plus légère que la réserve d'air comprimé, le compresseur, enfin voilà, ça simplifie énormément les choses et ça permet d'améliorer énormément le comportement du système. Et donc on arrive à une simplification de ce concept, hein. Donc on est toujours dans le cadre du robot parallèle à câble et on se dit pourquoi ne pas mettre le curseur un peu plus du côté de l'aérien et un peu moins du côté du câble. Ça pourrait conduire à un système beaucoup plus simple qui fait la même chose. Et donc là, on arrive en 2019, hein, c'est la première idée, hein, l'idée sous-jacente du projet Dexter, où on a limité en fait la partie câble à sa plus simple expression, c'est-à-dire un seul câble, qui est là juste pour compenser l'effet de la gravité, pour éviter à la nacelle, qui est essentiellement actionnée par des moyens aériens, de dépenser trop d'énergie pour compenser les effets de la gravité, donc pour se maintenir à une hauteur constante notamment. Et donc tous les autres degrés de liberté sont actionnés au moyen d'hélices embarquées. Alors évidemment, il en faut un peu plus que 4, comme dans le prototype précédent. On en a mis 8. Et donc l'idée en plus, c'est de pouvoir déplacer le point d'accrochage là au moyen d'un robot assez classique qui peut être souple, qui peut être voilà, un robot à 2 axes avec un bras extrêmement souple, de type canne à pêche par exemple. Sachant que ça pose aucun problème, ça permet même de découpler la dynamique du système, c'est-à-dire de laisser aller, de permettre à la plateforme aérienne de se déplacer très rapidement, tout en n'étant pas retenu finalement par le porteur. Et donc pour accentuer encore cette idée de découplage, nous avons remplacé le câble, ici rigide, qui soutient la plateforme aérienne par un ressort ou alors un câble élastique. Donc on a un système qui a 2 bandes passantes, à 2 niveaux de bandes passantes, un système lent qui est un porteur et un système rapide qui est un porteur classique, hein, on va dire, et qui se charge de se déplacer à l'endroit à peu près autour du point de fonctionnement courant. Et donc un système qui a une bande passante beaucoup plus élevée, qui est à base d'actionnement aérien et qui fait des petits mouvements indépendamment du porteur grâce à une liaison élastique. Donc là, c'est la version un peu plus affinée. On voit le premier prototype du robot Dexter qui a cette structure-là, un peu particulière, et qui utilise 12 moteurs. Donc ça, c'était notre première version. En fait, c'est 8 groupes de propulseurs, et on a associé 2 propulseurs de façon coaxiale et de façon push-pull
hein, de manière à ne pas être obligé de changer la vitesse de rotation d'un propulseur. Avec cette technologie de moteur brushless, en fait, le changement de sens de rotation provoque une non-linéarité importante qu'on ne souhaitait pas avoir dans l'asservissement, et c'est pour ça qu'on a utilisé un groupe de propulseurs. Et donc, ça c'est la version 1 de ce robot, et on voit son comportement. Donc il y a effectivement un ressort là qui relie en fait cette plateforme aérienne à une structure fixe, hein. On voit que c'est relativement stable et relativement précis, hein. Là on a vu un essai de peg in a hole avec donc ce stylo qui est inséré là dans une forme complémentaire cylindrique qui est fixé là sur ce tabouret, et le système là est asservi par retour visuel en fait par un localisateur 3D de type Vicon. Donc là, on a simplifié, hein, on aboutit à un système assez frugal par rapport à, par exemple, Kojiro, hein, qui utilise 8 câbles, 8 moteurs qui enroulent ou déroulent ces câbles. Donc là, on a plus qu'un câble finalement, et en plus, on n'a même pas d'enrouleur, hein, de winch qui enroule ce câble. On a simplement remplacé par un câble élastique qui permet que la plateforme aérienne puisse vivre sa vie librement par rapport au point d'accrochage. Et donc là, on a un autre essai qui montre les capacités dynamiques de ce système. Donc on voit que ça peut aller très très vite, hein, et également suivant 6 degrés de liberté. On peut non seulement se translater, mais également s'orienter. Et enfin ici, on a un aperçu de la précision. Alors c'est pas la précision au centre de gravité, là on est à peu près 20 cm, 30 cm du centre de gravité, donc évidemment la précision en translation est impactée aussi par les petits mouvements d'oscillation en rotation. Mais malgré ça, on voit que la répétabilité est relativement bonne. Là il s'agit de papier millimétré, hein, donc vous voyez un carré, là ça fait 1 cm. Pour un manipulateur aérien, c'est plutôt pas mal. Alors, au début, on se contentait d'un point fixe, hein, pour l'accrochage du ressort. Le ressort, vous le voyez là. Et très rapidement, on a étendu le prototype à l'idée initiale, c'est-à-dire de pouvoir déplacer le point d'accrochage avec un porteur lent. Là, on a utilisé un robot parallèle à quatre câbles, pardon. Mais donc là, on peut se dire, bon, on complique nouveau le système, mais c'est juste parce qu'on l'avait sous la main et qu'on aurait très bien pu utiliser un robot plus simple, du même type, là, le 2 axes, qui a été présenté dans le concept initial. Mais effectivement, ce robot porteur est lent, hein, c'est ce qui nous intéressait ici, c'est une classe de robots qui correspond à la classe de robots qu'on comptait utiliser pour le porteur. Et donc là, on a montré dans ce travail qu'on pouvait commander l'ensemble avec une stratégie partitionnée de commande, hein, qui utilise la partie rapide pour les mouvements rapides, hein, donc les actionneurs rapides pour les mouvements rapides et les actionneurs lents pour les mouvements lents. Et donc globalement, on peut minimiser une fonction de coût qui va minimiser l'énergie consommée, c'est-à-dire d'amener le plus rapidement possible, ou même de façon proactive, de façon anticipée avec une commande prédictive, ce point d'accrochage au point de travail, à l'aplomb du point de travail, de manière à ce qu'il y ait moins de traction possible sur ce ressort qui doivent être compensées par les hélices, hein, ce qui permet de minimiser l'énergie consommée. C'est ce qu'on voit ici, hein, le point d'accrochage se déplace au fur et à mesure des trajectoires, et donc permet d'économiser de l'énergie pour actionner le moteur. Donc là, vous voyez l'amélioration en consommation d'énergie, hein, avec cette stratégie versus une stratégie où on ne bougerait pas le point d'accrochage. Et donc ici, donc on compare une stratégie partitionnée avec Compute Torque,
Donc une stratégie relativement classique en robotique à une stratégie globale de commande utilisant un NMPC, donc une commande prédictive. On voit que le point d'accrochage se déplace de manière anticipée. D'ailleurs, on voit le fantôme ici du déplacement du point d'accrochage avec l'autre stratégie et on voit bien qu'il est en retard. Alors qu'avec la commande prédictive, on anticipe et donc ça permet d'être plus précis et aussi de consommer moins d'énergie. Donc on a aussi développé un peu la théorie et démontré qu'avec notre loi de commande, on pouvait avoir une erreur statique nulle. Donc on a utilisé une commande prédictive non linéaire couplée à un observateur de type EKF. Et donc, en respectant certains critères qui sont décrits dans les papiers qu'on a publiés, qui correspondent à ces travaux, on a énoncé un critère qui permet d'avoir une erreur statique nulle pour ce type d'asservissement. Et donc, on arrive maintenant à une période quasiment contemporaine, donc 2022. Donc ça, c'est la transition de Dexter V2, là, celui que vous avez vu, là, 12 moteurs, enfin 6 groupements de 2 moteurs, donc 6 groupes de propulseurs, à la version 3 qui, elle, contient uniquement, qui utilise uniquement 8 moteurs et qui a une structure dite OmniPlus. Qui a été inventée, introduite par Tognon et Franchi. Donc cette structure est particulièrement astucieuse et permet, avec des propulseurs qui ont une poussée unidirectionnelle, donc c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des hélices qui tournent toujours dans le même sens, de générer un torseur d'effort suivant 6 degrés de liberté, grâce à un placement astucieux des hélices, et notamment des angles, et c'est issu d'un algorithme d'optimisation. Donc on voit ici ce nouveau prototype, donc on voit qu'il n'y a effectivement que 8 moteurs là, dans ce cas-là. On voit qu'il fonctionne tout aussi bien, voire mieux que la version précédente. Donc là, on est vraiment dans la démarche de frugalité, on simplifie le système, il marche mieux. On peut dire qu'il marche mieux en termes de précision, de consommation d'énergie, de bruit, de vibration, etc. Mais il est basé sur exactement le même principe. Vous voyez que la suspension, là, elle est aussi élastique, comme pour la version précédente. Donc au passage, tout ça c'est possible grâce à un asservissement bas niveau de la vitesse des propulseurs. Et nous avons modifié le firmware du flight controller, qui est Betaflight dans ce cas-là. Donc on l'a modifié de manière à pouvoir réguler très précisément, très rapidement la vitesse des moteurs. Et donc comme cette vitesse est liée directement à la poussée, c'est proportionnel au carré de la vitesse, on a un très bon contrôle en fait du torseur d'effort qui nous permet donc d'être particulièrement précis. Alors, le problème, c'est que là, pour le moment, on utilise toujours un localisateur 3D qui est relativement complexe, qui est le Vicon. On distingue ici une des caméras Vicon, donc il y en a, je crois qu'il y en a 8 sur ce système. C'est quand même un système assez cher, assez lourd à mettre en place. Il faut toute une structure, vous la voyez là, donc c'est pas vraiment adapté à l'extérieur typiquement, et c'est pas vraiment léger, et c'est pas vraiment frugal. Donc pour améliorer ce point-là, maintenant, nous avons proposé ici de remplacer le Vicon par une caméra externe, ici, pour donc asservir la position de ce robot. Cette caméra travaille ici à 200 Hz et est équipée également d'une IMU, donc une centrale inertielle qui est constituée d'un magnétomètre 3 axes, d'un gyromètre 3 axes et d'un accéléromètre 3 axes. Donc typiquement, ce dispositif-là pourrait être remplacé par un smartphone. En effet, la plupart des smartphones actuellement ont un mode ralenti qui travaille à 240 Hz et tous les smartphones sont équipés d'une IMU. Donc là, on n'a pas utilisé un smartphone pour des questions de facilité de développement, d'accès au bas niveau, etc. Mais on pourrait très bien imaginer là que la personne, l'opérateur, tient dans sa main un smartphone. Et grâce à ce smartphone, on peut
télécommander à distance, télémanipuler le drone, enfin le manipulateur aérien, là, suivant 6 degrés de liberté, grâce, bon là évidemment, à des marqueurs qui sont lumineux dans ce cas-là, mais on peut imaginer des marqueurs plus simples aussi. Et donc c'est comme s'il y avait une liaison virtuelle rigide entre cette caméra et le manipulateur aérien, qui est réalisée en fait par la commande. Donc on le voit là. Donc là, le Vicon n'est pas du tout utilisé, et donc on télémanipule quelque part à distance, ce qui est relativement sûr aussi, le manipulateur aérien, grâce uniquement au retour temps réel de cette caméra. Donc là, on est dans une solution particulièrement frugale du point de vue de la mesure. Alors, je veux maintenant, donc j'ai balayé un peu toutes les technologies qu'on a développées, le cheminement qui nous a permis d'arriver à des systèmes un peu plus frugaux en énergie, en complexité, en matières premières, etc. Donc c'est des systèmes qui coûtent peu cher. Par exemple, le Dexter, la dernière version, c'est un robot à moins de 2000 €, plutôt même moins de 1000 €, si on n'utilise pas certains composants spécifiques qu'on a utilisés pour nos expériences, mais dont on pourrait réduire les coûts. Et donc là, je vais vous montrer deux scénarios d'application de ce type de robot, donc, qui sont d'applications un peu plus concrètes. Première application dans le cadre de l'ANR STRAD, qui veut dire Street Art Drone, qui s'étend de 2022 à 2026. On utilise ce type de robot pour peindre une fresque murale de grande dimension, grâce à ce robot suspendu au sommet de l'immeuble dont on veut peindre une façade. Alors évidemment, on a un peu changé l'architecture de ce robot pour l'adapter à la verticalité de la tâche. Et donc on a notamment fait pivoter de 90 degrés le plan en fait, des hélices du Dexter V3. Mais ça reste le Dexter V3 avec le même nombre d'hélices, la même structure OmniPlus. Et ce qu'on a voulu faire, c'est un moyen frugal d'assurer le mouvement vertical. Parce que ce mouvement vertical s'étend sur une très très grande longueur, facilement 20 à 30 mètres. Et donc, plutôt que d'utiliser une poulie motorisée, ce qui aurait rajouté du poids, de la complexité au système, on a voulu utiliser les moyens aériens pour enrouler, dérouler une poulie directement embarquée dans le manipulateur aérien. Et donc le principe, c'est ça, donc cette figure, ce schéma décrit le principe de base, avec la batterie qui est utilisée comme contrepoids, qui permet d'assurer une position d'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne va pas consommer de l'énergie à l'équilibre pour éviter que ça se déroule. C'est la batterie qui va assurer des points fixes. Il y en a un par tour, un point d'équilibre statique. Et donc on utilisera les moyens aériens pour enrouler ou dérouler par pas de un tour. Et à l'intérieur d'un tour, on se déplacera verticalement en jouant sur l'élasticité du câble. Donc c'est ça le principe de base. Et donc ça donne ça. Donc ça c'est un résultat très récent qui date d'il y a moins d'un mois, donc de Ethan Needham, qui est doctorant dans l'équipe et qui travaille sur ce sujet-là. Et voilà le robot qu'il a développé et cette procédure en particulier d'enroulement, déroulement, en utilisant uniquement des moyens aériens. Alors la masse totale de ce système, c'est 4 kg. Bon, c'est pas un problème. Alors ça peut paraître lourd pour un manipulateur aérien, mais vu que la gravité, les effets de la gravité sont compensés par le câble, l'unique câble élastique qui subsiste, c'est pas vraiment un problème. Ça surconsomme pas du tout de l'énergie. Là, vous avez la poulie qui a la particularité d'être elliptique. Ce côté elliptique permet justement d'assurer ces cliquets tour par tour, donc ces points d'équilibre statique, de façon plus
plus facile et plus frugal aussi, hein, en consommant moins de masse additionnelle. D'ailleurs, on utilise les batteries, une masse qui est déjà là pour assurer le contrepoids, donc on ne complexifie pas le système. Et donc voilà ce que ça donne. Donc sur une expérience, vous pouvez ici voir les watts, hein, donc à l'équilibre, il consomme quasiment rien. Là, il est à l'équilibre, un déséquilibre pour un tour. Hein. Vous allez voir que lorsqu'il va tourner, évidemment, il va consommer, il fait 2 tours. Et là, il est nouveau à l'équilibre. Et vous voyez qu'il consomme quasiment rien, quelques 10-15 watts. Hein. Ce qui permet d'être très autonome, hein, avec ce système, et ce qui permettra de réaliser une fresque sans changement de batterie pendant 1 heure, 2 heures. Donc là, on a donc également les essais de précision. Hein. Donc c'est un robot qui est aussi relativement précis. Hein. Vous voyez là en millimètres, suivant X, Y, Z, pendant qu'on enroule et qu'on déroule. Hein. Donc c'est une phase un peu dynamique. Donc c'est normal qu'on ait des erreurs qui vont jusqu'à 1,6 cm, mais en phase statique ou quasi statique, hein, vous voyez que les précisions sont millimétriques, 2 mm, hein, et en angle, c'est inférieur au degré. Donc c'est tout à fait compatible avec la tâche qu'on envisage. L'autre projet donc, qui implique ce type de robot, c'est la NR-Tier for Street, qui là vise à étudier en fait la climatologie urbaine et en particulier l'influence des arbres sur la climatologie urbaine. Et pour ça, on a pour objectif de déplacer en fait des capteurs de climatologie, donc qui incluent capteurs d'humidité, température, pression et caméra infrarouge sur une section de rue et en allant jusqu'à 10 mètres au-dessus de l'immeuble le plus haut. Et donc de manière à perturber un minimum l'environnement par des flux d'air importants, nous prévoyons d'utiliser un robot Dexter V3, hein, donc là aussi pareil, 8 moteurs, le format, l'architecture Omni Plus. Alors la seule différence ici, c'est qu'au lieu d'utiliser un point haut d'accrochage qu'on a avec le projet Strat parce qu'on a un immeuble, ici on va utiliser un ballon de type ballon météorologique rempli d'hélium pour compenser l'effet de la gravité. Et donc pour permettre aux hélices de tourner très 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 lentement et donc juste assurer les mouvements pour le scanning de la section de rue, mais éviter de surconsommer de l'énergie, de brasser trop d'air, en assurant la portance de ce robot qui est quand même assez lourd. Juste quelques mots, tout ça c'est possible aussi parce qu'on a développé une partie technologique, des briques technologiques très bas niveau, hein, j'en parlais tout à l'heure, hein, donc on a modifié les firmware, hein, donc ça c'est vraiment le plus bas niveau de nos robots, de manière à pouvoir contrôler finement la vitesse de rotation des moteurs, hein, donc ça c'est quelque chose qui est nécessaire selon nous, hein, pour être aussi précis, hein, dans les mouvements, et d'ailleurs ces logiciels et donc aussi la boîte à outils Simulink qu'on utilise pour faire le prototypage rapide de nos commandes, sont disponibles en open source sur mon GitHub. En conclusion, donc vous avez vu un peu là sur des exemples ce que pourrait être une démarche de frugalité en robotique sur une dizaine d'années, donc avec ce fil conducteur qui est très riche, enrichissant et qui nourrit notre recherche et qui est très intéressant parce que être frugal, faire simple, c'est compliqué finalement. Et donc là, l'expertise du chercheur, du scientifique et l'innovation, hein, permet d'obtenir, hein, des systèmes qui sont plus simples, mais au prix d'un effort de R&D important. Et donc c'est ça qui nous motive, hein, dans notre démarche, mais on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quelle est la finalité ultime? Et donc notamment la question peut-être ultime, est-ce que la frugalité peut sauver la planète?
La réponse est nuancée, c'est oui mais non. Oui, évidemment, si on considère que cette démarche va économiser de l'énergie, va limiter les matières premières utilisées parce que les robots sont plus légers, et donc c'est corrélé aussi au fait qu'ils soient moins chers, donc accessible à plus de monde, et c'est bien ça le problème. Alors c'est évidemment pas le problème de tous les points de vue, hein. De certains points de vue, c'est plutôt bien que ces moyens technologiques puissent être accessibles au grand nombre, mais l'inconvénient, c'est que ça génère un effet rebond. Et cet effet rebond, en fait, annule complètement, en général, et ça s'est démontré par les économistes, annule complètement les bénéfices en termes d'économie, d'énergie et de matières premières. Donc, comme d'habitude, ça ne peut aller sans incitation, sans une politique incitative qui est couplée et qui permettrait d'être non seulement frugal, mais d'éviter cet effet rebond pour effectivement, globalement, in fine, économiser de l'énergie, économiser des matières premières, limiter la pollution. Évidemment, ça dépasse largement le périmètre de nos travaux. Nous, on propose des solutions, et ensuite, la suite, c'est plutôt au niveau de la société, et peut-être c'est des incitations économiques, mais c'est surtout convaincre les gens d'être plus frugaux dans leur vie, et donc c'est plutôt des solutions politiques. Donc avant de finir, je voudrais remercier toutes les personnes, tous les collègues qui sont impliqués et qui ont été impliqués dans ces travaux, donc qui sont listés ici, les doctorants et les permanents. Merci à eux. Et donc, merci pour votre attention, hein. Donc, n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions, vos remarques en bas de cette vidéo. Je les lirai avec intérêt et plaisir. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.